Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, lutte anti-corruption au Mali. Plusieurs personnalités dont des proches du pouvoir ont été arrêtées depuis le lancement de l'opération Main propre. Une dynamique saluée et encouragée par la société civile. Le Nigeria toujours en quête de l'autosuffisance alimentaire malgré les mesures restrictives d'importation de produits alimentaires mises en place par le gouvernement fédéral afin d'inciter la production locale. Le pays a quand même totalisé 3,6 milliards de dollars de produits importés en 2019. Et puis au Cameroun, la ville de Garoua fait peau neuve. Infrastructures routières, sportives et hôtelières se multiplient dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mais tout d'abord, le président ivoirien Alassane Ouattara continue d'entretenir le doute concernant une possible candidature au scrutin présidentiel de 2020. Lors du grand meeting de son parti, le RHDP, qui s'est tenu ce samedi 7 décembre à Yamoussoukro et qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. On a pu entendre ses partisans l'encourager à briguer un troisième mandat. Le président Ouattara, à 77 ans, qui entretient depuis plusieurs mois le mystère sur une éventuelle candidature, avait annoncé la semaine dernière qu'il serait candidat si ses rivaux historiques, les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, se présentaient au scrutin. Il a affirmé à plusieurs reprises qu'il annoncerait sa décision sur sa candidature en 2020, estimant avoir le droit de se représenter, en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que conteste l'opposition. La justice malienne poursuit son opération main propre. Ces dernières semaines, elle a procédé à l'interpellation de hautes personnalités comme le maire de la capitale Bamako ou l'ex-patron de la chambre d'agriculture. Les dossiers de crimes économiques sont en train d'être passés au peigne fin. Opération saluée par les citoyens maliens pour qui il était plus que temps de régler le problème de corruption dans le pays. De nombreux dossiers sont toujours dans les couloirs de la justice. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis l'arrestation du désormais ex-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakary Togola, puis celle du maire de Bamako, Adama Sangaré, les lignes ne font que bouger au sein de la justice malienne. Bakary Togola est en détention préventive depuis le 13 septembre dans le cadre d'une enquête portant sur le détournement de près de 10 milliards de francs CFA, tandis que le maire de la capitale, Adama Sangaré, et ses co-accusés en détention depuis le 23 octobre sont accusés d'un détournement de 900 millions de francs CFA. Saluons vraiment ces actions qui sont en train d'indiquer la corruption qui a gangréné ce pays. Tous les dossiers qui sont devant le bureau du pôle économique sont des dossiers qui avaient fait couler beaucoup d'encre au niveau de l'opinion nationale et internationale. Si certains qualifient ces interpellations de sélectives, les acteurs des droits de l'homme disent avoir entière confiance à la justice malienne depuis l'arrivée à ce département de Malik Coulibaly, connu pour son intégrité. Ne soyez pas pressés, il va toucher tous les secteurs, il va toucher tous les domaines. Si on lui donne cette liberté et cette indépendance, je crois qu'il ne va pas s'arrêter à mi-chemin, il va continuer jusqu'au bout. La justice malienne épluche depuis quelques jours certains dossiers sensibles en s'appuyant sur les rapports du vérificateur général ou des associations de lutte contre la corruption. Dans le cadre du dossier Bakary Togola, la justice malienne a demandé la levée de l'immunité parlementaire des deux élus de l'Assemblée nationale. Le vote des expatriés algériens à l'élection présidentielle algérienne du 12 décembre s'est ouvert ce samedi 7 décembre. Un vote sous tension. Dans plusieurs villes, certains membres de la diaspora ont préféré manifester contre ces élections, les qualifiant d'élections de la honte qui perpétuent le système. En France, notamment, la sécurité a été renforcée devant les bâtiments consulaires algériens. Un Rwanda totalement électrifié d'ici 2024. Le projet est colossal et audacieux, mais le gouvernement de Kigali y croit. Les autorités viennent de procéder à la mise en service d'une première sous-station internationale implantée dans le district de Gassabo. L'infrastructure inclut des lignes de transmission qui assurent son interconnexion avec d'autres pays de l'Afrique de l'Est. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga.
Le Rwanda se dote d'une nouvelle station électrique construite pour interconnecter les réseaux électriques du Rwanda, de la RD Congo, de la Tanzanie et de l'Ouganda. La construction de ce poste s'inscrit dans le cadre du grand projet d'interconnexion électrique des 5 pays dans les lacs équatoriaux du Nil. Le projet vise à améliorer les conditions de vie de la population et l'accès des communautés à l'électricité grâce à un commerce transfrontalier accru de l'électricité. Ce qu'on a fait pratiquement, c'est installer des infrastructures nécessaires pour nous de vendre ou d'acheter de l'électricité chez nos voisins en cas de besoin. Nous comptons aussi construire 3 autres stations avec les lignes de transmission de haute tension qui vont coûter 33 millions de dollars et ainsi nous aurons rempli notre part du contrat. Les travaux de construction de cette station de Shango ont coûté 14,8 millions de dollars, mais tout le projet nécessite une enveloppe de 110 millions de dollars. Pour mener à bien ce projet, le gouvernement rwandais est soutenu par la Banque africaine de développement à hauteur de 34% et d'autres partenaires comme la Banque allemande de développement. Ce projet nous intéresse beaucoup. Il aide le Rwanda à faire partie du marché de l'électricité dans la région. Si par exemple il y a un excès d'électricité au Kenya, le Rwanda pourra facilement l'acheter à un bas prix, ce qui va réduire considérablement le prix de l'électricité pour le citoyen lambda. Le Rwanda poursuit un certain nombre de projets de production d'électricité, dont celui de 70 MW provenant de la tourbe qui devait être achevé en juillet 2020. Il y a aussi le projet de transformation du gaz méthane du lac Kivu en électricité pour produire 56 MW qui sera achevé en 2021. De 51% actuellement, les autorités rwandaises affirment qu'à l'horizon 2024, le pays sera connecté à l'électricité à 100%. Dans l'actualité également, les dernières négociations menées entre le gouvernement et les travailleurs de la SDE s'étant soldées par un échec. Le président sénégalais Macky Sall a signé un décret le 6 décembre pour réquisitionner le personnel de la Sénégalaise des eaux, dont la grève qui avait démarré le 2 décembre empêchait la distribution d'eau potable dans certains quartiers de Dakar, la capitale. Le personnel de la SDE a été réquisitionné jusqu'au 31 décembre 2019 pour assurer la continuité du service public. Décision qui intervient alors que le secteur s'apprête à connaître un changement majeur le 31 décembre. Après une longue bataille juridique, la distribution d'eau assurée par la SDE depuis 1996 va passer aux mains du nouveau groupe au Sénégal, dominé par le français Suez qui en possède 45% des actions. C'est justement à propos de la répartition du capital de cette nouvelle société que les travailleurs de la SDE ont déclenché leur grève le 2 décembre. Pour rappel, l'actionnaire majoritaire de la SDE était le groupe franco-africain Eranov, aux côtés d'actionnaires sénégalais à hauteur de 42,2%. Avec en perspective l'autosuffisance alimentaire, le Nigeria du président Muhammadu Buhari a pris des mesures restrictives d'importation de produits alimentaires. Une incitation à la production locale qui, malgré les politiques agricoles mises en place, peine à se concrétiser. Le pays totalise 3,6 milliards de dollars de produits importés en 2019, phénomène attribué à une absence de main-d'œuvre d'agriculteurs nationaux qui n'étaient pas en mesure de satisfaire la demande de 200 millions d'habitants du pays. Ameneji. Entre janvier et décembre 2019, le Nigeria a injecté 3,6 milliards de dollars dans l'importation de produits alimentaires. Un chiffre record en matière d'entrée de biens dévoilé par la Banque centrale du pays. L'institution met l'accent sur le poids de la facture des importations au détriment de la production locale de produits de base que le pays compte reprendre en main. Je pense que si la production nationale se porte bien, qu'il y a des restrictions qui ont été entreprises, ça s'apparente à un paradoxe à la limite parce que en fait, les importations viennent pour effectivement donc compléter ou bien pour satisfaire un déficit au niveau national. Moi, j'explique ça par une mise en œuvre peu rigoureuse des politiques restrictives. Alors, si ces importations ne sont pas réglementaires, alors c'est qu'effectivement, il y a une sorte de contrebande qui se développe. Le Nigeria est le 52e plus grand importateur au monde de produits de base tels que le blé, le maïs, le riz, la canne à sucre et les produits laitiers. Au premier trimestre 2018, le pays avait dépensé 503 millions de dollars en importation de produits agricoles, un chiffre qui a connu une hausse de 25,84% au premier trimestre de l'année 2019. Une des explications aussi pourquoi ça persiste, parce que simplement, les produits importés se retrouvent moins chers sur le marché local que les produits, n'est-ce pas, réalisés localement. Qu'on mette effectivement des moyens de contrôle et qu'on donne des licences
officielle d'importation. Il faut toujours continuer à encourager la production et permettre que cette production locale soit accessible. En 2015, l'État nigérian avait ordonné le blocage des demandes de devises étrangères pour les importateurs en vue de limiter la sortie des devises, ce qui permettrait de promouvoir le Made in Nigeria. Une interdiction qui a permis au pays d'économiser 1,2 milliard de dollars dans la filière laitière et de sauvegarder les réserves de change essentielles. Les acteurs du numérique des deux Congos étaient réunis ce 6 décembre à l'occasion du Brazzaville Digital Story, événement rythmé par des panels et concours pour dénicher les meilleurs porteurs de projets. La start-up Tinda, spécialisée dans la fintech, a été particulièrement remarquée. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzo. Lode Obami a remporté le concours de Pitch My App organisé par le groupe Vivendi Afrique à l'occasion du Brazzaville Digital Story ce vendredi 6 décembre 2019. Son application Tinda, qui est déjà utilisée par la mairie et la chambre de commerce, des métiers d'agriculture et d'industrie de la ville de Pointe-Noire, a été plébiscitée par le jury du concours parmi les 5 finalistes. Nous sommes spécialisés dans la conception et le développement de systèmes d'information, notamment dans la fintech. Nous travaillons avec les institutions publiques et privées. Donc nous les accompagnons dans le processus de digitalisation, notamment les microfinances, les mairies et tout ça. L'objectif était de proposer une solution digitale susceptible de servir les institutions publiques. Le cofondateur de l'application Tinda, qui est présent à Pointe-Noire et à Dolisie, a empoché un chèque de 500 000 francs CFA et s'est qualifié pour la grande finale qu'il opposera à d'autres candidats lors de la Kinshasa Digital Week en République démocratique du Congo. Le Brazzaville Digital Story vise à booster les porteurs de projets et à mettre en avant les meilleurs. Le but, c'est déjà de promouvoir ces startups qui se développent dans la sous-région, en particulier entre les deux Congos. Aussi de mettre en lumière en fait les projets qui se distinguent et préparer le grand événement les événements de 2020. Donc on a Osiane et Kinshasa Digital Week et aussi Vivatech et le sommet France-Afrique. Sur la cinquantaine de projets présélectionnés lors de ce concours, seuls 5 ont été sélectionnés pour la finale. Les jeunes porteurs de projets ont exposé leurs applications devant un jury qui n'a retenu que celles qui pourraient servir dans les administrations publiques. Le Brazzaville Digital Story a connu la participation d'une délégation venue de Kinshasa. Au Cameroun, la ville de Garoua, au nord du pays, va abriter la CAN 2021. Force est de constater chez les jeunes de la ville un engouement particulier pour les activités sportives. Il faut dire que cet engouement est d'autant plus poussé par le développement des infrastructures liées à la préparation de cet événement. Nelly Bessa. En prélude du CHAN et de la CAN, le Cameroun, traditionnelle nation de football, voit un engouement particulier pour la discipline. Poussé par le développement des infrastructures, garçons et filles ont enfin des plateformes pour exprimer leurs talents. C'est encore plus visible au niveau régional. C'est le cas de la ville de Garoua où ces jeunes n'hésitent pas à troquer leur tenue vestimentaire habituelle contre les tenues sportives. Les jeunes de la région s'intéressent particulièrement au football, vu le nombre de licenciés. Et partout dans les quartiers, nous rencontrons des jeunes qui pratiquent ce sport. Et nous constatons de ce fait que c'est un sport majeur dans la région. Nous avons une vingtaine d'équipes dans la région. Nous avons énormément de centres de formation qui sont en train de fleurir dans la région, au vu de la Coupe d'Afrique que nous allons accueillir. Pour certains parents dont les enfants ont intégré des centres locaux de formation de football, la discipline cesse d'être perçue comme activité ludique, mais plutôt comme activité pourvoyeuse de revenus. Et s'ils en sont arrivés à cette conclusion, c'est grâce aux prouesses réalisées par les footballeurs professionnels ayant commencé à jouer dans les clubs locaux tels que Coton Sport de Garoua avant d'être sélectionnés en équipe nationale. Ces derniers temps-ci, nous avons Abouaka, nous avons les Sali, qui peuvent déjà amener les parents à penser que le football peut payer et amener aussi d'autres mécènes à s'investir pour penser un instant que le football peut leur apporter quelque chose. Nous avons déjà Zoua qui a mis en place une structure de formation. Nous avons Souleymane Ouparad qui est revenu, l'ancien gardien de Lyon Étape, qui est venu mettre une structure en place. En attendant de défendre les couleurs nationales dans les compétitions professionnelles, ces jeunes footballeurs en herbe espèrent intégrer les championnats locaux et remporter des trophées qui leur hisseront au sommet de leur art. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.